Deux invités conviés pour un débat. Une particularité, ils sont seuls pour le mener pendant 30 minutes. Mais pour commencer, petite présentation des protagonistes par eux-mêmes. Alors on commence par vous. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Sébastien Cannevet, j'ai 50 ans, je suis juriste, je suis enseignant-chercheur, maître de conférences en droit privé. Et depuis 15 ans, j'écris essentiellement sur le droit des nouvelles technologies. Pourquoi pensez-vous que c'est vous qui êtes là pour débattre ? Oh, vous auriez pu inviter sans doute bien d'autres personnes, mais peut-être justement parce que je suis un des premiers juristes français à avoir écrit sur le sujet, j'ai fini par avoir une petite réputation. Deuxième invité, même préambule, qui êtes-vous ? Je suis Claude Kirchner, directeur de recherche à l'INRIA, qui est l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Et à votre avis, pourquoi vous pour ce débat ? Je m'intéresse depuis longtemps à tous les aspects de sécurité impliqués par la révolution numérique que nous sommes en train de vivre. Et à ce titre, j'ai animé en France un certain nombre de réflexions autour de ces sujets. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour vous exprimer et vous écouter. Allez, c'est parti. Pour quelle bonne raison ? J'avoue, je ne vois pas beaucoup de bonnes raisons de nous surveiller, nos citoyens, parce que cette surveillance a priori, pour moi, est tout à fait contradictoire avec la démocratie. Parce que vous en pensez, mais dans une démocratie, le principe c'est la liberté, le principe c'est l'anonymat. Quand je me promène dans la rue, j'ai le droit de m'y promener sans avoir de compte à rendre à personne. Et si j'ai honte de lire un journal, je vais l'acheter dans un quartier que je ne connais pas et puis je le paye avec de l'argent liquide. Quand on arrive avec les nouvelles technologies, ce n'est plus la même chose. C'est-à-dire qu'on a vraiment une surveillance généralisée. J'ai un peu l'impression que c'est parce que la technique le permet que le politique suit la technique à ce sujet-là. Et c'est quelque chose qui me dérange profondément. Par exemple, si je suis suspect de commettre une infraction, il est normal qu'un juge d'instruction prévoie par exemple des suivis policiers dans la rue, une surveillance de mes conversations téléphoniques. Mais c'est parce que je suis suspect. Alors qu'on a renversé le modèle à cause de la technique. Je pense par exemple à la vidéosurveillance qui s'est mise en place. On a une loi de 96 qui est censée encadrer la vidéosurveillance. D'ailleurs, elle n'est pas respectée. Mais est-ce que c'est réellement utile ? Est-ce que c'est une bonne raison de vidéosurveiller ? Et je regardais, la semaine dernière, je regardais un petit peu de plus près la question, et les 3 dernières agressions dans des lycées qui ont fait le journal de 20 heures et le titre de tous les journaux, c'était tous les 3 des établissements qui étaient vidéosurveillés. Ça n'a pas empêché ces agressions. Alors, est-ce que c'est légitime de nous surveiller ainsi ? Aujourd'hui, je pense que c'est pas forcément à nous de décider si c'est légitime de surveiller ou pas, puisqu'on a un État, on a un gouvernement auquel il faut qu'on, du point de vue du scientifique et du technicien, auquel on va apporter des éléments de compréhension de où est-ce qu'on en est, de façon à ce que... Et des techniques aussi, parce et que des techniques, bien sûr. Entre autres, reconnaissance faciale, par exemple. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de reconnaissance faciale, on est capable, dans un couloir où des personnes marchent, en temps réel, de savoir identifier, dans un environnement donné, les différents visages. J'entends bien, mais c'est justement là que je nie à l'État, de même qu'aux sociétés privées, le droit de mettre en place ce système a priori. Oui, donc en tant que citoyen, on peut avoir une position pour ou contre. En tant que scientifique, on a un certain nombre de recherches, en particulier à l'INRIA, qui permettent de mieux comprendre à la fois les outils pour qu'ils soient utilisés positivement, mais aussi qui peuvent être, dans un certain contexte, utilisés de façon à être intrusif relativement, par exemple, à la vie privée ou par rapport à la biométrie suivie des personnes. Donc dans ce cadre-là, c'est important qu'on arrive à développer des recherches
et permettre à l'État de prendre les mesures appropriées en fonction du gouvernement qu'on a. Mais comment faites-vous justement pour fournir également à l'État la conscience du côté obscur de la force de ces technologies ? Je reviens à mon exemple du journal que j'ai honte de lire et que j'achète dans un quartier que je ne connais pas. Je ne peux pas faire la même chose sur Internet parce que mes consultations sont enregistrées, c'est ce qu'on appelle les fichiers log, et le législateur a décidé que ces fichiers log devaient être enregistrés pendant 1 an. Alors, on a ici une technique qui va renverser le système démocratique. Alors, comment vous, scientifiques, qu'est-ce que vous faites pour alerter le gouvernant sur les dangers ? Donc ces alertes, on les produit à plusieurs niveaux. D'une part, au niveau politique, où on cherche à sensibiliser les politiques à la question. Donc autant d'un point de vue de l'information technique et scientifique qu'au niveau de leur vécu de tous les jours. Et je pense que c'est en particulier à cause de ce vécu où tout d'un coup quelqu'un va s'apercevoir qu'il a reçu de la publicité ciblée après avoir envoyé un mail dont il pensait que personne ne l'aurait analysé, mais il se retrouve devant le fait accompli. Et c'est trop tard, naturellement. Et à ce moment-là, c'est trop tard. Et donc, cette balance entre informer sur les sciences et les techniques et également faire prendre conscience à un niveau personnel, c'est une de nos tâches importantes. Est-ce que vous croyez que cette tâche en question, le système tel qu'il existe actuellement, permet réellement de le remplir? Et c'est parce que ma compagne, par exemple, est tombée des nues quand je lui ai dit que quand elle m'envoyait un mail, qui était privé, eh bien, c'était un petit peu comme si elle m'envoyait une carte postale aux yeux du facteur, et quand elle met la carte postale numérique dans la boîte à lettres fait une photocopie, première copie. Quand le facteur vient chercher le courrier, sa sacoche fait une seconde copie, et il y a autant de copies qu'il y a d'ordinateurs sur lesquels on transitait le mail. Donc, ça, il a fallu, parce que je m'intéresse à la question depuis longtemps, je l'alerte sur le sujet, mais c'est quelque chose qu'on ne dit pas. On nous fait admettre, on nous dore la pilule de cette surveillance généralisée en nous disant que nous sommes entourés de pédophiles, de néo-nazis et de terroristes qui ont appris à fabriquer une bombe atomique en surfant sur Internet avec 3 trombones et un malabar. Mais de temps en temps, il faudrait être un petit peu sérieux. Ces gens-là, c'est pas avec les systèmes de surveillance que vos laboratoires élaborent qu'on va arriver à les coincer. Quand je vois par exemple cette bavure, je crois que c'est en 2003, en 2004, un étranger sud-américain qui a été descendu en plein métro londonien parce qu'il avait été identifié faussement comme étant un terroriste par son comportement. C'est clairement un problème de mise en œuvre. Les aspects scientifiques et techniques viennent en amont de ceci, et c'est important qu'on se donne les moyens d'alerter à la fois le public et de mettre en place des garde-fous. Pour mettre en place ces garde-fous, je pense que le côté éducation est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut depuis l'école maternelle jusqu'aux âges les plus avancés, on puisse se former et avoir une formation continue sur ce type de risque. Et aujourd'hui, on en est loin. On a, par exemple, de façon récente, la mise en place d'une chaire autour du numérique au Collège de France, qui vient d'être faite. On a également, au niveau des programmes de terminale, l'informatique qui commence à être introduite. Mais il y a un énorme progrès à faire de ce point de vue-là, de façon à ce que les gens maîtrisent les éléments issus de l'ère du numérique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut pouvoir développer de nouvelles recherches dans ce cadre-là. Et par conséquent, il faut permettre aux chercheurs de pouvoir aborder l'ensemble de ces sujets, et donc il faut que les lois soient adaptées à ça. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir, avec les lois actuelles ou leurs modifications, permettre aux chercheurs de faire des recherches sur ces éléments autour du numérique? Donc, si on prend les systèmes de protection, par exemple, des contenus numériques, il faut qu'on puisse regarder s'ils sont sûrs, à quoi ils peuvent résister. Et donc, dans ce cadre-là, il faut qu'on puisse permettre aux chercheurs
de faire des expériences. Comment est-ce que vous voyez l'adaptation du droit dans ce cadre-là? Pour ma part, je n'ai pas l'impression que le droit dans votre secteur de recherche soit vraiment une contrainte importante. Je le vois très bien, par exemple, en biologie, tout ce qui est ingénierie du vivant. Ça, je vois très très bien, puisqu'il y a des choses au-delà desquelles on ne veut pas ou ne peut pas aller, et ça, c'est le droit qui dit stop. En revanche, pour votre secteur de travail, je le vois un petit peu moins. Il y a peut-être en matière de sécurité informatique, là, je pense à une décision récente de la Cour de cassation qui vient faire tomber, interdire toute une partie de la sécurité informatique, puisque je parle sous votre contrôle, hein, c'est vous le spécialiste, mais il y a deux façons de concevoir la sécurité. Il y a soit la sécurité par le secret, hein, soit au contraire la sécurité par la lumière. C'est-à-dire qu'il y a une faille de sécurité, on la cache et puis on la corrige le plus discrètement possible en espérant que personne, et en particulier les clients et les pirates informatiques, ne l'aient vue. Et la deuxième façon de faire, qui est d'ailleurs plus imprégnée de la logique des logiciels libres, c'est au contraire de dévoiler la faille de sécurité, de faire un appel collectif à la communauté pour qu'il la corrige. Et la décision de la Cour de cassation, qui a maintenant 4 mois, est venue interdire cette seconde partie. Et alors là, je crois que cela a un impact beaucoup plus direct sur votre champ de travail. C'est exactement ce type de point dont je voulais qu'on puisse débattre, parce que je crois que l'interaction entre le juridique et le scientifique et le technique, à cet endroit-là, joue un rôle crucial. Donc là, on est dans une situation où on nous interdit de faire un certain nombre de recherches qui sont fondamentales, parce que ça va permettre de s'assurer que la société, que les individus peuvent être protégés dans de bonnes conditions. Donc la méthodologie qui nous permet de divulguer des failles de sécurité, eh bien, il faut qu'on la mette au point, mais il faut qu'elle soit juridiquement correcte. Et donc là, vous avez un rôle important. Tout à fait. Je pense également au droit d'auteur. Je crois que le droit d'auteur qui va également protéger les logiciels, ça peut être aussi un frein dans vos recherches. Absolument. Que ce soit le droit d'auteur ou le droit d'auteur personnel. C'est-à-dire que typiquement, quand je mets des données en ligne, que ce soit des données professionnelles ou des données personnelles, j'ai envie que ce soit moi qui contrôle leur diffusion, plutôt qu'une autre entité où on a l'impression personne d'une certaine façon. Et donc là, on a aujourd'hui un certain nombre de recherches qui se mettent en place, qui consistent à faire en sorte que justement l'information soit mise à disposition que sous l'accord de la personne. Et donc ce type de recherche, on la développe en particulier en utilisant des méthodes cryptographiques, donc de codage de l'information. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension du juriste qui va venir, par exemple, tout d'abord interdire, puis limiter ces techniques qui, au contraire, sont des techniques protectrices pour les individus. Elles peuvent être protectrices pour certains, elles peuvent être, au contraire, quand elles sont utilisées à mauvais escient, elles peuvent être, au contraire, une sorte de protection de gens qui font des choses qui... Oui, mais ça, c'est le propre de tout outil qui, comme je disais tout à l'heure, est neutre en lui-même. Et pour prendre la cryptographie, je disais que le mail circule sur Internet comme la carte postale aux yeux du facteur. Cette fameuse cryptographie... C'est parce que les gens ne sont pas suffisamment éduqués. S'ils savaient juste qu'il faut qu'ils cochent la case encryption de leur mail sur le logiciel qui leur permet... Le juriste a commencé par l'interdire. Oui, c'est vrai, mais depuis... Parce que je militais pour la cryptographie. Heureusement, mais ça a été levé quand même relativement longtemps. C'est-à-dire que l'outil de protection existait, n'est toujours pas utilisé, sauf par les gens qui sont vraiment intéressés, et le grand public continue d'être tenu dans l'ignorance. Absolument. Il faut
comme je le disais tout à l'heure, qu'on éduque, il faut qu'on sache faire de la recherche et il faut que ceci se soit encadré juridiquement et du point de vue de la législation. J'ai peur que le législateur, lui, soit parti dans une direction complètement opposée, c'est-à-dire la cybersurveillance généralisée. Et je regardais la semaine dernière un débat à l'Assemblée nationale au sujet de la nouvelle loi, la LOPSI, et Noël Mamère disait que tout ce qui touche à la cybercriminalité, depuis 2002, 17 lois successives sont venues modifier le droit préexistant. Alors quand on sait qu'il faut 1, 2, 3, 5 ans pour qu'une loi commence à être appliquée, on a une instabilité juridique complète. D'autant plus que je suis allé voir sur ces 17 lois, je n'ai trouvé que 5 lois qui étaient applicables, les autres sont toujours en attente de décret. Et on voit bien que le pouvoir en place ne récupère qu'une partie de l'ensemble de vos recherches, c'est-à-dire toutes les techniques qui sont intrusives de liberté, ça c'est repris dans l'idéologie sécuritaire actuelle, alors qu'en revanche, même si la possibilité de mettre une petite enveloppe numérique autour de son courrier électronique est aujourd'hui permise, eh bien, personne en pratique ne l'utilise. Et on voit bien que depuis une dizaine d'années, le législateur, le gouvernement en place, ne cherche qu'à restreindre les libertés en se basant sur vos travaux de recherche. Nos recherches ont abouti à une révolution numérique profonde. Et dans ce cadre-là, j'ai l'habitude d'être un peu provocateur en disant le Code civil, il faut complètement le réécrire. Donc il faut qu'on réécrive l'ensemble de nos lois, parce que les aspects numériques ont un impact sur toutes les lois qui, jusqu'à maintenant, fonctionnaient. Oui, mais est-ce qu'on a été obligé, par exemple, lorsque l'automobile a été inventée, lorsqu'il y a eu le premier accident automobile, on n'a pas réécrit le Code civil. On a appliqué le Code Napoléon qui date de 1804, le principe de responsabilité civile. Le type qui tombe d'une échelle ou qui a un accident d'automobile, ça reste un problème de responsabilité civile. On est d'accord sur ce point. Donc attention à l'instabilité du droit. L'instabilité du droit, mais aussi son évolution, parce que la révolution qu'on est en train de vivre, elle est bien plus profonde que celle de la mise en place des automobiles. D'accord ? Parce que la technologie a une conséquence. Elle est liée à l'information et donc à tout ce qu'on peut échanger et représenter. Et donc, dans ce cadre-là, on a besoin d'avoir une représentation, une modification du code civil de nos lois, mais pas seulement d'un point de vue national, d'un point de vue international. Parce que les informations aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elles vont être restreintes à la France, à son département, etc. Et donc, dans ce cadre international, comment est-ce qu'on peut faire avancer les choses ? Alors, d'abord, le droit international va lentement, dans la mesure où la France n'est plus seule dans le jeu, et il va y avoir donc d'autres États souverains. Donc, mais j'ai peur également qu'à l'international, que ce soit toujours pour la lutte contre la cybercriminalité, toujours pour protéger les droits d'auteur, que les traités qui sont adoptés depuis une quinzaine d'années, eux aussi, poussent dans cette même direction. Tout simplement parce qu'en face, les citoyens sont quand même dépassés par ces débats qui sont quand même très, très complexes. Instaurer un droit à l'oubli numérique, ça nécessite de comprendre que veut dire cet oubli numérique. Or, on laisse des traces aujourd'hui partout, on en parlait, on disait ça bien au travers de nos courriers, au travers des informations qu'on peut donner quand on va payer par carte bancaire ou quand on va accéder à un site web. L'ensemble de ces informations, en fait, est tracé, mémorisé et dupliqué très largement. Par exemple, je prends une photo avec un appareil numérique, je veux la faire partager à mes amis, etc. Et je vais la mettre sur un site qui la rend publique. Comment, dans 5 ans, dans 10 ans, je vais pouvoir enlever cette photo de l'espace numérique parce que, pour une raison qui m'est personnelle, je ne souhaite plus qu'elle soit accessible à tout le monde. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces données soient oubliées ? C'est un vrai problème technique. C'est un vrai problème scientifique, mais il faut aussi qu'on sache s'appuyer sur des aspects juridiques. J'ai peur que le droit ne soit pas le bon outil pour ça.
Parce que il ne faut pas voir tout au travers du droit. Quand dans une trousse à outils, on n'a qu'un seul outil et que c'est un marteau, on va avoir tendance à voir tous les problèmes sous forme de clous. Là, je pense que le droit... Il n'y a rien de plus ridicule qu'une loi inutile, si ce n'est une loi inapplicable. Et si on fait une loi sur le sujet, j'ai peur qu'elle soit parfaitement inapplicable d'un point de vue technique. Et hélas, je crois que nous sommes déjà allés trop loin. Et pour moi, la vie privée sur Internet, c'est un petit peu comme l'amour. C'est-à-dire, c'est à chacun de se protéger. C'est à chacun de savoir au minimum compromettre une enveloppe numérique autour de son mail, que l'on peut utiliser un système pour laisser moins de traces, parce qu'une fois que les informations sont parties, plus rien, surtout l'Internet étant un réseau mondial, plus rien ne peut faire, ou plus grand-chose ne peut faire qu'on les fasse disparaître. Bon, vous êtes en train de nous dire que le droit, il ne peut pas grand-chose. Donc, du point de vue technique et scientifique, je pense qu'on a un certain nombre de recherches qui s'intéressent à ces questions et qui cherchent à faire en sorte qu'on donne l'accès à ces informations que sous le consentement de l'auteur ou des auteurs concernés. Le consentement libre et éclairé. Oui. En règle générale, quand j'ai acheté mon billet de train ce matin pour venir ici, je n'ai pas relu une xème fois les conditions générales de vente de la SNCF, qui ont peut-être changé depuis l'unique fois où je les ai lues par conscience professionnelle, parce que je voulais voir comment elles existaient. C'est pas un consentement libre et éclairé. C'est bien pour ça que la mise en œuvre du droit autour des solutions techniques qu'on peut mettre en place est importante. Donc les solutions techniques que nous, on envisage aujourd'hui, ça va être typiquement de pouvoir incruster dans des images ou incruster dans du son des informations telles que si jamais on n'a pas les bons codes d'accès, eh bien on ne va pas pouvoir aller lire ces images ou ce son, cette musique. Donc ça, c'est une protection technique qui est possible aujourd'hui, qui a des limitations, mais pour laquelle on peut avancer. Par contre, donner, par exemple, les informations à un moteur de recherche comme Google ou d'autres et permettre leur diffusion de façon très large, c'est vrai qu'il faut éduquer les gens pour faire en sorte qu'ils ne mettent que les informations qu'ils estiment pertinentes, mais s'il y a des informations qu'on ne comprend pas ou dont on ne comprend pas aujourd'hui la pertinence, comment est-ce qu'on peut faire pour que plus tard, ce type d'entité, de type Google ou Bing ou d'autres, soit amené à effacer ces informations au bout d'un certain temps. Est-ce que ça, d'un point de vue du droit international, on serait capable de le mettre en place ? Oui, c'est envisageable d'un point de vue théorique, mais bon, Google est une société américaine, par exemple, Microsoft est une société américaine. Les informations qu'elle recueille, vous savez, faire appliquer une décision de justice française à l'étranger, c'était très compliqué parce que à l'international, il y a encore 15 ans, c'était rare. L'infraction internationale, c'était quelque chose de relativement rare. C'était le détournement d'avions, l'enlèvement d'enfants. Maintenant, l'infraction, pour ne parler que de celle-là, l'infraction internationale, c'est du quotidien. Je dis un gros mot à un de mes correspondants, il est canadien pour rester dans la sphère francophone, c'est tout de suite une infraction internationale. Le droit, en tout cas, en pratique, ne sait plus gérer ces choses-là. Donc je crois qu'il y a d'autres choses à inventer. Alors, quel type de choses à inventer? C'est des choses plus techniques et scientifiques ou il faut au contraire inventer des nouveaux comportements justement parce qu'on est dans une ère nouvelle et que l'information ne se gère plus de la même façon? Bien, je pense que pour les grosses affaires, le droit pénal important, je crois que les structures, quitte à accélérer les procédures, doivent pouvoir faire face. Mais en revanche, les petites choses quotidiennes, j'aimerais bien que les gens relisent la netiquette. La netiquette, vous savez, c'était ce texte qui avait été écrit, qui était un simple constat des bons usages, qu'il ne fallait pas écrire en majuscule parce que c'était comme si on criait, etc. Et ces choses-là, hélas, l'utilisateur de 2010 a complètement oublié ces choses. À mon avis, le droit peut être utilisé de façon un petit peu différente. Moi, juriste, j'ai un fonctionnement très, très informatique, 0-1, il est coupable, innocent, le contrat est formé ou il n'est pas formé. Actuellement, et j'avais proposé la chose au Forum des droits sur Internet, qui est
organisme français qui s'occupe de co-réguler Internet. On a mis en place dans ce forum un système de médiation. C'est-à-dire que pour les petites affaires, où on hésite soit à laisser tomber, soit envoyer un mail d'insulte, soit éventuellement demander à un juriste comment faire, eh bien, il y a sans doute des techniques beaucoup plus simples d'arriver à un accord. Simplement en s'entendant. Et alors là, ça ne met plus en jeu la souveraineté des États. Et on arrive à des citoyens qui sont des citoyens du monde numérique. Même s'ils ne sont pas tous d'accord, au moins ils peuvent peut-être s'entendre sur un minimum de comportement commun. Ok. Mais je rêve. Oui, c'est un rêve que j'espère pouvoir partager, avec le fait que justement les aspects éducation, les aspects sensibilisation à l'ensemble de ces nouveaux éléments sont importants. Et il faut comprendre aussi qu'on n'est pas tous du même avis, largement, puisqu'il y a des gens... Oui, mais il y a aussi des gens qui considèrent que typiquement la vie privée doit être complètement ouverte. C'est-à-dire que typiquement, on n'a pas à protéger les informations, que les informations, on peut tous les mettre en public et tous les montrer. Et donc ce courant de pensée se développe de façon assez importante. Et on se retrouve dans une situation où bon nombre de jeunes utilisent à la fois les téléphones, Internet, enfin l'ensemble des moyens numériques usuels, de façon extrêmement libre et en s'exposant complètement. Il faut faire très attention à cela, parce qu'il y a deux choses. Que l'on n'ait rien à se reprocher est une chose, et je suis pour ma part, et vous êtes sans doute pour votre part, nous sommes des citoyens modèles, nous n'avons rien à nous reprocher, mais en revanche, nous avons des tas de choses à cacher. Ne serait-ce que nos opinions religieuses, philosophiques, politiques, nos mœurs, etc. etc. Donc il faut vraiment faire attention à cette dérive, surtout des jeunes générations. Les étudiants que nous rencontrons, effectivement, ne se rendent pas compte que ce droit à l'oubli numérique est hélas un beau rêve, et je crains fort qu'on n'arrive pas à le mettre en pratique, et que souvent leur comportement, c'est trop tard. C'est un petit peu comme l'aquarium qu'on transforme en bouillabaisse. C'est relativement facile, un coup de mixeur, on a transformé l'aquarium en bouillabaisse. En revanche, il est très difficile, à partir d'une bouillabaisse, de reconstituer l'aquarium. La vie privée sur Internet, c'est hélas un petit peu la même chose. C'est déjà fini, merci, c'était passionnant. La semaine prochaine, on se retrouve au même endroit, même principe, 2 invités et toujours pas d'animateur.